Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne revient comme chaque jeudi sur Télé Grenoble avec Ski Chrono, notre partenaire du Dauphiné Libéré, et son rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir Lucie. On a le sourire parce qu'on a le plus beau sourire peut-être du ski français et aussi de toute la planète ski et aussi de la planète handisport. C'est une ambassadrice, aussi bien ambassadrice Poma qu'ambassadrice L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien. Elle est ici sur ce plateau, 8 médailles d'or olympiques, 20 titres mondiaux. C'est la reine et c'est Marie Baucher. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? Très bien. Merci. On est hyper honorés de te recevoir ici sur ce plateau d'Esprit Montagne. On a énormément de choses à se dire ici. En tout cas, un grand merci de nous en dire plus sur cette préparation qui a déjà repris et peut-être un petit peu plus sur l'avenir. On va essayer de savoir où est-ce que l'on va. Mais tout de suite, il y a aussi une actu montagne toute verte. On y va. Car c'est vraiment l'événement qui anime notre plateau du Vercors. Le Vélo Vert Festival a tenu toutes ses promesses, Laurent ? Oui, je crois que plus de 40 000 participants. Les organisateurs étaient sur ce plateau et avaient tablé sur 45 000. Ils sont dans la mire. Donc, du beau temps, de la difficulté pour se garer quand on voulait aller tester. Donc, je crois que voilà, tout le monde était content. C'était vraiment 4 jours fantastiques. Alors, on peut revoir sur ces images à quel point le Vélo Vert Festival, c'est de la diversité. C'est vraiment des courses qui sont accessibles vraiment à tous. On a eu des enfants, on a eu des athlètes de haut niveau, une épreuve de Coupe du Monde, on a eu des vélos électriques, on a des nocturnes, on a tout type de parcours. C'est vraiment la plus grande fête. On peut être un peu chauvin en disant que c'est le plus grand rendez-vous dédié au VTT de l'Hexagone. Oui, il y a le Rock d'Azur qui a lieu en octobre, et puis il y a le Vélo Vert Festival qui a lieu là au mois de juin, début juin, fin mai, pour lancer la saison. Absolument, avec ces très belles images que nous ont confiées justement les organisateurs. Un grand bravo à eux tous. Et puis on rappelle, ce sont aussi des concerts, des tests pour faire bouger et avancer vraiment aussi nos montagnes. C'est un créneau aussi à développer pour notre moyenne montagne. Vraiment ce créneau VTT avec aussi peut-être la piste du vélo électrique qui va démocratiser un petit peu plus le VTT en saison estivale. C'est clair. Sur nos pistes. Marie, le VTT, c'est plus descente, cross-country? Alors, le vélo tout court, un peu, vélo de piste, vélo de route, de VTT. Et c'est vrai qu'on a des terrains de jeu dans nos montagnes qui sont exceptionnels pour ça. Et le VTT électrique, alors je me suis laissée tenter. Et c'est chouette parce que ça ouvre quand même la porte à cette pratique à de nombreuses personnes. Je vois que je fais des tours de vélo avec ma maman. Je prends mon vélo de route, elle prend son vélo électrique. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer faire ensemble. Donc je trouve que c'est une belle activité à développer. En tout cas, moi, j'aime bien la pratique. Et le massif du Beaufortin s'y prête, ouais. On a trouvé des images, d'ailleurs. Alors, il va falloir les commenter avec nous parce que ça a quand même l'air assez sportif. Je crois qu'ici, ça date de... Il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit peu quand même, c'était les étoiles du sport, c'était 2014, je crois que c'était juste 2014. Après les Jeux de Sochi. Parce qu'on a 2017 juste derrière. Ça c'est le Cormet de Roseland. C'était le tour par la Tarentaise des Grands Beaux. Après, oui, c'est ça. Comme toujours dans le Beaufortin. Mais c'est pour ça que c'est beau, vert. Absolument. C'était le tour avec mon préparateur physique. Ouais. Ça fait partie des petits défis qu'on se lance, dès qu'on avait fait ce joli tour. Oui, bien sûr, des petits défis à 2000 mètres, pourquoi pas. Et Marie a une histoire avec le Tour de France, parce que c'est la marraine de l'étape entre Albertville et Val Thorens cette année. Cette année, exactement. L'étape du Tour. Qui va passer d'ailleurs devant ce petit panneau là. Donc, c'est chouette. C'est une activité que je pratique énormément, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir participer à ces événements-là. Tu as déjà fait une étape du Tour, alors pas en tant que cycliste, mais... Ouais, dans les voitures. Dans la voiture de Christian Prudhomme. Dans la voiture de Christian Prudhomme. C'est chouette. Je trouve que c'est des beaux événements qui rassemblent beaucoup de monde et qui mettent vraiment en valeur nos massifs aussi. Donc c'est toujours des bonnes nouvelles quand ils passent près de chez nous. Ça fait moins plaisir à certains parce qu'ils ferment la route, mais moi je suis contente parce qu'on en profite. Et quand on est des amoureux du sport, c'est des beaux moments.
Ça fait moins plaisir, bien sûr, aussi aux Grenoblois qui sont toujours un petit peu frustrés de ne pas pouvoir célébrer le 100e anniversaire du maillot jaune qui était décerné à Grenoble. Voilà, pour une prochaine fois, bien sûr, en Isère. Allez, tout de suite, on a un petit focus également qui va nous emmener plutôt du côté de la Chartreuse. Car on parlait ici du 3e événement le plus médiatisé au monde, le Tour de France. La médiatisation, elle gagne également la planète handisport depuis quelques années. Et le handisport se démocratise aussi et touche tout un ensemble de personnes atteintes, porteuses de handicap, qui peut-être n'auraient pas imaginé pratiquer certaines disciplines, comme par exemple le parapente. Et une coupe était organisée ici dans nos massifs, la Handicar, un reportage de Pierre Mouni. C'est une première mondiale sur les hauteurs de Saint-Hilaire-du-Touvet. Pilotes de parapente valides et handicapés forment des binômes et participent à des épreuves pendant 4 jours dans une compétition amicale baptisée Handicar Cup, en référence bien sûr à la Coupe Icar. L'objectif premier, c'était rassembler des pilotes de parapente, quel que soit leur handicap, et de mixer ça avec d'autres pilotes qui, eux, sont complètement valides. Parce qu'en fait, le parapente, c'est une discipline qui permet, une fois en l'air, de mettre tout le monde à pied d'égalité. Pour cette compétition, 40 pilotes prennent leur envol et certains viennent de loin. Plusieurs nationalités européennes sont représentées. Alors c'est génial, bah oui, parce que d'abord, ça nous permet de rencontrer des pilotes. Alors moi en l'occurrence je vole dans un fauteuil roulant et ça me permet de rencontrer des Polonais, Italiens, Suisses, Belges, etc. Et de pouvoir échanger avec eux, de voir effectivement ce qui se fait ailleurs. L'un des objectifs de l'événement est aussi de mettre un coup de projecteur sur ces parapentistes handicapés. Semer une graine dans l'esprit des valides. Et ce mélange des pilotes handi et pilotes valides, ça permet de démystifier le handicap vis-à-vis d'une population entre guillemets bien portante, quoi. C'est le club Parateam qui se charge de l'organisation. Plus de 50 bénévoles assurent le déroulé de ces 4 jours de compétition. C'est un peu un pari pour nous en tant que club organisateur, aussi pour la fédération qui nous accompagne, pour voir un peu comment ça se passe. C'est inédit en France, c'est inédit dans le monde. On a bon espoir que ça puisse se renouveler. Visiblement, les pilotes sont contents. Ici, tout se passe bien. Un rendez-vous qui pourrait donc devenir annuel. Une véritable chance pour tous les amoureux du parapente. Marie, qu'est-ce que ça t'inspire, ce reportage ? On découvre tous les jours. Moi, je ne savais pas qu'ils volaient comme ça avec des fauteuils. C'est vrai que je n'avais jamais vu la pratique du parapente handi. Mais c'est chouette. Mais il n'y a plus de limite, en fait. Et c'est vrai le moniteur avait raison en disant qu'une fois dans les airs, finalement, tout le monde est au même stade, quoi. Il n'y a plus de handicap. Dans l'air comme dans l'eau également, avec la natation. Et c'est vrai que ce type de manifestation permet aussi de bouger un peu les esprits, mais même des personnes porteuses de handicap également, se dire... Ben voilà, c'est possible, on peut faire ça aussi. Je suis capable, tout est possible, en fait, tout est adaptable. J'étais aux Jeux nationaux de l'avenir handisport à Valence en fin de semaine et en fait, toutes les pratiques peuvent être pratiquées par n'importe quel handicap. J'ai vu du tir à l'arc avec des personnes tétraplégiques. Tu te dis, mais comment ils font? Et s'il y a des solutions, donc en fait, il faut juste se lancer et s'essayer et trouver les bonnes personnes pour se faire conseiller. Pour rebondir sur ce que dit Marie, je voulais un petit clin d'œil à une application qui s'appelle Active Handi et qui permet de connecter le monde outdoor avec le monde des handicapés. Et c'est porté par un jeune entrepreneur au Savoyard, Florian Vallée. Et je trouve que c'est une belle initiative. Génial. Voilà. En effet, ouais. Et ici, ça permet, en tout cas, cette coupe Handicar permet d'apprécier aussi notre belle Chartreuse aussi. Et ce spot vraiment numéro 1 mondial du parapente et du vol libre, quelques mois avant la fameuse coupe Icar. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre invité VIP qui porte vraiment bien son nom ici. Et donc, on a rappelé le palmarès de ces fameuses 8 médailles d'or olympiques, 20 paralympiques, paralympiques, oui, paralympiques, voilà, 20 titres mondiaux,
dont certains qui datent encore d'il y a quelques semaines. Et puis, on en est à 4 globes de cristal, hein, c'est ça? Quelques-uns. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, avec Marie Baucher, on ne compte même plus. En fait, c'est que tout ce qui arrive est bon à prendre et le but, c'est de performer et c'est plus de compter. Oui, exactement. Ouais. Alors, on s'est mis à compter un petit peu les victoires en Coupe du Monde parce qu'on n'est plus très loin des 100. Donc, du coup, on les compte quand même, celles-là. Mais on fait le décompte. Mais non, c'est vrai que je compte pas forcément parce que c'est pas forcément l'idée des records qui m'intéresse. Non, mais l'idée de la performance et aussi de l'image, comme on le voit ici, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ça a été vraiment des grands moments pour nous tous également. Et puis, alors, j'ai pensé que c'était le Grand Chelem quand j'ai vu 4 médailles, 4 courses, en tout cas 4 médailles d'or sur Sochi, 4 médailles d'or aussi sur Pyeongchang. En fait, non, c'est pas le Grand Chelem. À chaque fois, il en manque une, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est mon Grand Chelem paralympique. En fait, j'arrive pas à faire les 5. J'en laisse une toujours aux autres pour leur donner un peu d'espoir. Pour laisser Kili encore briller quelques années aussi. Non, mais faut partager un petit peu. Non, c'est vrai qu'il en manque toujours une, mais c'est ce qui fait... En fait, à chaque fois, c'est celle du milieu. Hein, c'est la 3e course qui manque. Mais du coup, c'est ce qui donne beaucoup de saveur aux 2 suivantes. Et voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Ça les rend plus humaines. Voilà, et puis aussi, c'est ça, c'est de bien se rappeler. Et moi, ça me le rappelle aussi que c'est pas automatique et que c'est pas si facile d'arriver en bas et de gagner. Donc voilà, les autres ont encore plus de saveur face à celle qui manque. On a vu qu'il y a de plus en plus de médiatisation. À partir de quand tu as senti que les choses bougeaient, que le regard de l'opinion publique était différent par rapport à tes performances et aux performances de l'équipe de France? Alors, en fait, j'ai commencé à Vancouver en 2010 et j'ai vraiment eu la chance de connaître cette transition parce qu'on l'estime, on la constate, nous, athlètes handisport, aux Jeux de Londres en 2012 où en fait je pense que la proximité avec la France a fait qu'il y a pas mal de journalistes qui s'y sont intéressés. C'était dans les horaires français aussi, donc du coup je pense que ça a aidé un peu le public à suivre ces compétitions. Et du coup nous à partir de Sochi il y a eu vraiment véritablement un basculement, et alors encore on en parle encore moins, et je pense que les Jeux d'hiver aussi sont encore plus propices parce qu'on est une petite délégation et du coup on garde 2-3 jours de course et on connaît tous les athlètes de la délégation aussi à tâche, et puis il y a des médailles qui tombent. Il y a les miennes, mais il y a aussi toutes celles de Benjamin Davier, il y a aussi celles de Cécile Hernandez. Enfin, donc toutes les disciplines en fait sont médaillées, et c'est vrai que ça a fait aussi avec les personnes non ou malvoyantes. Exactement, avec il y avait Thomas Clarion, il y avait Anthony Chalençon. Enfin voilà. Donc en fait ça fait vraiment 10 jours de fête avec des personnes finalement qu'on connaît comme si on les avait toujours suivies, et donc c'est vrai que les Jeux d'hiver ont toujours un bel impact. Ça fait quoi de monter les marches du Festival de Cannes? Alors ça, c'était pour un petit peu plus. Oui, mais ça fait partie de la médiatisation. Ça me fait rire parce que c'est souvent les garçons qui sont pressés de le... Oui. On va garder quand même aussi le meilleur pour un tout petit peu plus tard. Moi, je voulais aussi rebondir sur cette fameuse saison post-olympique, parce qu'on parlait ici des Jeux, ça c'était l'an dernier. Oui, on était... Parce qu'en fait, on a les images qui datent d'il y a quelques semaines de ces mondiaux. De ces mondiaux 2019. Comme il manque à chaque fois un titre, on va dire, sur cette fameuse 3e course, on peut se dire peut-être on peut se rattraper aux mondiaux, ou encore c'est le défi pour les Jeux d'après. Donc est-ce que c'est un petit peu votre état d'esprit lorsque on s'élance comme ça ici sur une nouvelle compétition? C'est toujours ma petite reprise de vengeance post-paralympique. C'est vrai que les grands chelems, c'est quelque chose en fait auquel on m'attend. En fait, on m'attend à chaque fois sur les grands chelems. Et, et c'est vrai que du coup là, après les Paralympiques, j'ai toujours un petit peu plus d'envie encore parce que je sais ce que ça fait quand on le manque. Donc voilà, non, là c'était des mondiaux un peu particuliers qui se sont organisés un peu à la dernière minute. Nous, les préparations n'étaient pas forcément super adaptées pour des mondiaux au mois de janvier. Puis finalement, j'ai laissé glisser ce que je savais faire et laissé parler un petit peu mon ski. Donc ça a suffi et j'étais bien heureuse. Ouais. Comment on reste motivé quand on gagne autant comme tu le fais? C'est quoi? C'est la concurrence? C'est le goût des records? Ouais, je crois que c'est mon exigence personnelle qui fait que du coup, j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai. Je suis quelqu'un qui est
qui suis éternellement insatisfaite, je pense. Et du coup, c'est plutôt positif dans mon cas parce que du coup, ça me pousse à toujours rechercher un petit peu plus loin sur les entraînements, de repousser un petit peu mes limites et de ne pas me satisfaire de mes médailles. Et puis aussi le fait de goûter l'or régulièrement, et ça nous donne le goût, quoi. On y prend goût et on n'a plus trop envie de s'en passer. Donc il y a ça aussi. C'est vrai que ces émotions, elles sont toujours géniales à vivre. Donc c'est ce qu'on va rechercher. C'est pas très compliqué de se motiver pour ce genre de choses. Mais il y a toujours un nouveau défi finalement aussi. Est-ce qu'une médaille n'est pas banalisée au bout du compte? On se dit bon. Non, il y a toujours un défi parce qu'il faut toujours confirmer quelque chose. Finalement, après les Jeux, on parle déjà des Jeux d'après. Après les Jeux, faut valider par des mondiaux. Un globe, et du coup, tu refais celui d'après. Donc en fait, il y a toujours une médaille qu'on appelle une autre, quoi. Il y a jamais de satisfaction. Que ce soit par moi ou par les autres. Là, tu vas rechausser. Tu es impatiente de rechausser dans quelques jours? Oui, au mois de juin, j'aime beaucoup la reprise qu'on fait sur le glacier du Pisaya à Val d'Isère parce que c'est une reprise qui me semble assez essentielle pour me ramener un petit peu à mes origines parce que le printemps est riche en sollicitations, en événements et c'est vrai que de pouvoir remettre un petit peu les pieds sur les planches, ça rappelle un petit peu ça nous rappelle un peu pourquoi on fait tout ça et moi ça me permet de me reposer et de reprendre un petit peu. C'est un peu drôle parce que c'est l'entraînement, normalement ça nous fatigue, mais moi ça me repose et ça me permet de reprendre aussi le rythme de l'entraînement après un printemps qui est un petit peu différent de tout ce qu'on vit le reste de l'année. Et en quoi est-ce que ça consiste, du coup, alors? Parce qu'il y a aussi, il y a à la fois les skis, mais il y a tout le reste. Ouais, et ça consiste à tout ça, tout ce que vous voyez. Pas mal d'activités diverses et variées. Alors, la chance qu'on a en ski alpin, c'est qu'il faut développer un maximum d'aptitudes. Donc, du coup, on pratique pas mal de différentes disciplines. Donc, ça peut aller du vélo, comme on disait tout à l'heure. Moi, j'ai limité un petit peu la course à pied, mais on en fait quand même un petit peu. On fait du VTT, on fait des sports co, on fait beaucoup de musculation, on fait de la proprioception, on fait un petit peu d'athlétisme. En fait, on essaye de vraiment avoir une machine développée et capable de répondre à différentes situations auxquelles il faut s'adapter parce qu'on n'a pas un terrain lisse. Les conditions sont toujours différentes, les tracés aussi. Donc, il faut avoir un corps apte à répondre à tout ça. Dans quelle discipline tu te sens le plus à l'aise et où tu maîtrises le plus ton sujet? Alors je dirais que la première c'était le slalom où vraiment j'étais très à l'aise et j'avais vraiment cette marge qui me permettait de vraiment m'amuser et de pas trop prendre la tête sur cette discipline. On s'est un petit peu fâché après les Jeux de Sotchi, donc ça a été c'est une discipline où je t'aime moi non plus parce que c'est une discipline où on peut sortir très rapidement, mais c'est aussi ce qui fait sa beauté. Et aujourd'hui, je suis assez épanouie en géant. C'est une discipline qui me tenait un peu à cœur parce que pour moi, c'est un peu les origines, quoi. C'est une fois que tu as des belles capacités en géant, des belles aptitudes en géant, et tu peux les distribuer un petit peu. C'est la discipline de base, exactement. Tu peux les distribuer dans chacune des autres disciplines. Et les disciplines de vitesse, c'est des disciplines dans lesquelles j'étais vraiment mal à l'aise au début de ma carrière. J'avais pas assez d'expérience. Je suis quelqu'un d'assez peureuse. Et voilà, donc j'ai développé une expérience qui me permet aujourd'hui de vraiment m'amuser en descente et d'avoir cette sensation-là d'être à la limite, d'être sur le fil. Et c'est hyper grisant. Alors, on parlait tout à l'heure d'entraînement. Alors, il y a aussi un entraînement qui est assez spécifique aussi, c'est le step. C'est ça. C'est toujours donc les escaliers, la montée des marches. Donc, on en parle. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors, oui, on va parler robe et maquillage. Le sport, c'est bien. Mais strass et paillettes, c'est sympa aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était le but en l'occurrence, mais ça s'est bien passé cette montée. Ça s'est bien passé, ouais. C'était pas forcément noté dans la préparation physique. Ah, vraiment. Mais ça sert, ça aide. Mais ça aide pour. Là, on parlait de la proprioception, c'est pas mal pour les talons. Voilà. Alors, Laurent, qu'est-ce que ça fait donc de monter les marches à quatre? En talons. En talons, ouais, on les voit pas. On les voit pas. Ils étaient hauts. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est assez incroyable parce qu'en plus, c'est la montée des marches avec L'Oréal, parmi les égéries L'Oréal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a devant toi Isabelle Adjani, derrière toi Leïla Bekti. Donc tu es au milieu de ces actrices. Voilà, et là, tu fais, ok, donc je fais partie de ça, mais quelle est la raison? C'est vrai que c'est assez impressionnant en fait. J'avais jamais imaginé que ma carrière pourrait m'amener sur de telles expériences et voilà, L'Oréal, c'est un beau contrat d'ambassadrice, mais par tout ce qu'il représente, par les valeurs qui me fait incarner, par la relation que j'ai aussi avec l'équipe L'Oréal,
qui est super attentive et très gentille avec moi parce qu'ils savent que je suis pas du tout une mannequin de formation. Et donc ils sont aux petits soins, ils sont adorables, ils m'ont pris pour qui j'étais, parce que je suis une athlète, que je suis une femme épanouie et peut-être handicapée aussi, mais en tout cas c'est super chouette parce qu'ils sont vraiment attentifs à ça et je suis pas juste une mannequin, quoi. Je suis leur ambassadrice. C'est pour ça qu'ils utilisent vraiment le terme d'ambassadrice. On n'est plus des égéries, on est des ambassadrices. En fait, c'est tombé au moment où ils voulaient vraiment diversifier leur image de marque et plus faire appel à des mannequins, mais plutôt à des femmes qui représentent leur clientèle. Donc apparemment, je fais partie de ces femmes. Alors, tu fais le grand écart, c'était aussi ambassadrice pour Poma, donc c'est un monde un peu plus... Tout à fait. Mais on peut être maquillé sur un télésiège. Voilà. Et finalement, les télésièges sont plus très loin du milieu urbain non plus. Et transportera peut-être des femmes avec des talons un jour. C'est déjà le cas d'ailleurs, dans certaines villes. Donc, ou en tout cas des bottes à fourrure, ça, il y en a déjà pas mal. Mais juste par rapport à L'Oréal, dans un pays, dans un hexagone, donc, où les tabous ne sont pas encore tous tombés, c'est extrêmement gratifiant d'être une ambassadrice pour une marque de produits de beauté, une marque pour les hommes et pour les femmes également. Parmi les plus belles femmes du monde, on parlait tout à l'heure, Isabelle Adjani, Leila Bekti, entre autres, toutes, et se dire, moi, finalement, je représente peut-être bien plus que tout ça, en fait. Je représente une partie de la population, une partie de la clientèle de L'Oréal, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez chouette d'avoir cette image-là, de représenter les femmes handicapées, épanouies dans leur vie, et j'espère que ça en inspirera quelques-unes et qu'elles se diront que c'est peut-être possible qu'elles le soient aussi, elles, un jour ambassadrice L'Oréal, et c'est vrai que c'est des messages qui sont assez forts et que je suis assez touchée de représenter. Comment tu gères tout ça, justement, les sollicitations, l'entraînement? Comment tu es accompagnée? Ouais, alors je suis déjà très soutenue par mon entourage qui me soutient et qui me supporte et qui comprend aussi mes nombreux déplacements parce que du coup, c'est quand même pas mal de sollicitations d'événements. Je me suis fait assister d'une agent depuis l'année dernière. C'était quelque chose qui me paraissait un petit peu compliqué parce que j'avais un petit peu peur de donner ma confiance à une personne pas forcément que je ne connaissais pas forcément. Finalement, j'en ai trouvé une que je connaissais et avec qui ça fonctionne très bien et qui gère vraiment tout l'aspect juridique qui aujourd'hui est quand même assez important pour pas se faire piéger parce que c'est vrai que ça peut vite arriver. Et puis j'ai mon papa qui a toujours un petit droit de relecture sur mes contrats et qui est toujours de bons conseils aussi. Mes entraîneurs qui m'accompagnent et qui m'aident dans l'organisation, dans la planification des entraînements pour pouvoir essayer de conjuguer au mieux parce que c'est vrai que c'est aussi... C'est pas facile de dire non, mais c'est aussi le moment où il faut pas forcément dire non parce qu'il faut aussi surfer sur cette vague qui va m'ouvrir peut-être des opportunités et en tout cas qui peut aussi, alors déjà pour moi, diffuser mon image et développer un petit peu ma carrière, mais surtout pour diffuser des messages tels que les messages relatifs au handisport. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça et que j'ai de la chance d'avoir un entourage assez présent et pas trop, mais très compatissant et très facilitant pour m'aider dans tout ça parce que c'est pas facile. Et ça te laisse le temps pour les études à Sciences Po Paris? Là, je sors les rames et là, je pagaie et je rame. Non, j'ai voulu garder un pied dans le milieu des études, dans le milieu scolaire parce que c'est quelque chose qui compte énormément dans ma famille. Voilà, mes frères et sœurs ont fait des longues études et de belles études. Donc c'est vrai que c'est quelque chose... voilà. Et puis c'est vrai que la vie de sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui est tellement en dehors de tout schéma habituel que c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre par l'entourage. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu cette pression un petit peu, mais que je me suis mise pour rester dans le circuit. Et donc j'ai intégré Sciences Po. Et Sciences Po donc, sont assez facilitants aussi. Donc ils me laissent le temps de faire ce que je dois faire. Donc quand j'ai une semaine sur laquelle je peux travailler, je vais travailler. Mais c'est vrai que c'est pas super régulier. Et donc j'avance très doucement, mais au moins j'ai un pied dedans, j'ai ma place assurée là-bas et je sais que j'aurai quelque chose à retrouver le jour où je déciderai d'arrêter ma carrière. Donc, Bon, là, il n'y a pas à tortiller, c'est une tête non seulement bien faite, mais très, très bien pleine également. Marie Baucher, on va te retrouver dans le bonus d'Esprit Montagne, dans l'extension, parce qu'on a encore quelques petites choses à se dire. Pour vous, à la télévision, c'est terminé. Vous nous retrouvez sur télégrenoble.net, sur donc, notre replay Esprit Montagne, à la suite de cette émission. Merci encore et très, très belle saison. À venir à toi. Merci. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma.
Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. L'extension d'Esprit Montagne avec la reine du ski, la reine du handisport, la reine du handiski sur ce plateau, Marie Baucher. Encore merci d'être avec nous, tout va bien ? Oui, très bien, merci. Alors, et toujours bien sûr avec Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono. On a beaucoup de choses à se dire. Mais d'abord, on parlait, Laurent, dans notre émission, de la promotion du handisport, du handiski en particulier, et aussi de l'évolution des regards, l'évolution de la médiatisation. Les réflexes changent. On disait peut-être un changement à partir de Londres en 2012, c'est ça. Et est-ce que depuis petit à petit, est-ce qu'on a l'impression que finalement ces disciplines se sont vraiment démocratisées, on va dire ? Oui, complètement. C'est vrai que c'est... Enfin, en plus, moi, j'en suis une des ambassadrices finalement, parce que de par mes résultats, comme Marie-Amélie Le Furlet en été, je suis l'ambassadrice du handisport en hiver. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti ce changement et ça évolue encore. Et il y a quelques années, il y a des médias qui ne parlaient jamais de nous et qui aujourd'hui font des sujets quasiment toutes les saisons et qui viennent même sur des championnats du monde. Je pense à TF1 qui joue vraiment le jeu, qu'on voit toujours des journalistes sur les championnats du monde. France Télévisions qui met aujourd'hui des plateaux en direct pendant les Jeux paralympiques, des choses qui n'avaient jamais lieu. Il y a du direct sur France 2, France 3. Enfin, donc ça évolue encore et ça touche de plus en plus de monde. Donc les gens en demandent encore plus. Donc du coup, après, c'est une boucle, quoi. Quand les gens en demandent, que les médias viennent plus, donc il y a plus d'images. Enfin bref, c'est un cercle vertueux, exactement. Et c'est vrai que on en voit vraiment les résultats et c'est très agréable parce que même pour nous, parce qu'aujourd'hui on peut être professionnel de nos sports parce que forcément on a quelque chose à vendre en échange aussi à nos partenaires et c'est chouette parce que du coup ça permet d'être professionnel et donc de progresser et donc de faire progresser le niveau du handisport et d'avoir encore une plus jolie image à diffuser. Et de le faire connaître, comme on vient de le voir au championnat de France qui était à Champs-Rousse l'an dernier, dès votre retour de Pyeongchang. Il y a des ateliers un petit peu de découverte pour montrer que chaque personne peut aussi le faire. Ça, c'est vraiment une volonté de la commission ski qui, à chaque fois qu'ils organisent une compétition en France, dernièrement, il y a eu des finales de Coupe du Monde à Morzine, il y a eu les Coupes du Monde à Tignes. À chaque fois, il y a un petit parc, un petit village, en fait, où ils proposent des activités, alors soit des activités d'hiver, soit des activités d'été, pour mettre en situation les personnes qui viennent nous regarder en situation de handicap. Et c'est super chouette et les gens sont vachement volontaires et surpris et sont contents de cette expérience. Ouais. Et très ouvert par rapport à ça. Oui. C'est aussi parce qu'on a des très bons résultats. Eh bien oui, voilà. c'est ça. La médiatisation, quand il y a des résultats, c'est facilitant. C'est ça, absolument. Il faut aussi performer. On sait que le biathlon a vraiment pris son envol avec les performances de Martin Fourcade. Il y a eu bien sûr des prédécesseurs avec Raphaël Poiré notamment, mais véritablement, il faut aussi des porte-drapeaux et des porte-drapeaux qui cartonnent, qui performent et qui gagnent. Ça passe aussi par là. Là, c'est sûr, du coup ça fait une image très positive, très festive, ça transmet énormément d'émotions. Enfin, même moi qui suis amoureuse du sport, quand je regarde une compétition et qu'il y a un Français ou la France gagne, c'est quelque chose qui nous transcende, quoi. Et donc c'est vrai que ça donne encore plus envie de regarder la prochaine et c'est sûr que les résultats sont facilitants dans le développement. Petite Marseillaise, oui. Ça booste. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est cette dimension finalement de ta médiatisation qui excède le champ du sportif et aussi le champ du handicap. Parce qu'il y a donc... il y a beaucoup de choses en fait et c'est pour ça ici sur ce plateau on a tellement de choses à se dire. Il y a le fait d'être une femme, d'être une athlète. On parle beaucoup du sport féminin ici en ce moment, justement à l'aube de la Coupe du Monde féminine de foot dans notre ville, ici à Grenoble notamment. Le sport féminin, le sport en général, en tout cas le handisport en général, le ski. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup finalement de drapeaux à porter. Oui, exactement. Il y a pas mal de cases que je coche et c'est vrai qu'on est vraiment dans ce moment, je pense, où on a envie aussi de voir autre chose que ce dont on a l'habitude. Et donc, c'est vrai que le sport féminin qui est en pleine expansion, mais qui est en pleine expansion aussi parce qu'on en parle. Et donc, c'est vrai que la Coupe du Monde, là, qui va être en France, je pense, va vraiment aider au développement des femmes dans le sport et à diffuser cette image et à donner du courage à celles qui n'osent peut-être pas forcément se lancer dans des carrières de haut niveau. Et puis il y a cette image du handicap aussi qui représente une énorme partie de la population. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap visible ou invisible. Et donc c'est vrai que c'est un petit message d'espoir aussi, même si je modère toujours en disant que j'ai quand même un handicap qui est minime par rapport à d'autres. Et donc
qui me permet de m'immiscer un petit peu dans tous les milieux et de pouvoir m'adapter très facilement. C'est une anagésie du bras, c'est ça? Une agénésie. Agénésie. Ah, Ouais. pourtant, je l'avais répété parce que c'est vrai que c'est pas des mots. C'est pas facile. Et non, c'est Ouais. des mots. Mais même moi, j'ai mis un petit peu le c'est temps vrai. à le savoir. C'est une agénésie de l'avant-bras gauche. Voilà, Alors, c'est c'est une aplasie cubitale, mais je crois que maintenant le cubitus ne s'appelle plus cubitus, donc du coup, c'est un nouveau nom et là, je l'ai pas encore. Ah oui, il faut se mettre à jour en plus. En gros, mon bras n'a pas fini de pousser, quoi. D'accord. On va le faire Voilà. ensemble pour les enfants. mais voilà, donc c'est vrai que c'est une agénésie, donc c'est un handicap de naissance aussi avec lequel j'ai toujours vécu. Donc j'ai grandi, j'ai appris à vivre avec ce handicap. C'est pas un handicap par accident qui est bien plus violent et qui laisse beaucoup plus de traces. Donc c'est vrai que j'ai vraiment le handicap parfait pour pouvoir en parler très ouvertement et pour diffuser une image d'acceptation du handicap. Oui, et qui peut être interprété aussi. C'est vrai que c'est parfois quelque chose d'un petit peu délicat selon les personnes. De toute façon, il y a autant de types de handicap qu'il y a de personnes qui en sont porteuses. On ne peut pas tous réagir aussi de la même manière. Est-ce qu'on peut se dire finalement, on ne parle que de mon handicap, ou alors on parle de moi parce que je suis une femme, parce que j'ai... Est-ce que finalement on se dit, il faut... Non, c'est pas ça, parce que tout à l'heure on parlait de promotion du sport féminin, justement, où on sait qu'il faut faire des efforts vraiment de manière positive. Il faut aussi parfois imposer aussi les choses pour que ça rentre dans les habitudes des téléspectateurs ou des spectateurs aussi. Parfois il faut faire plus d'efforts qui créent les habitudes. Mais est-ce que finalement on se dit pas, il faut tout accepter, c'est-à-dire on va s'intéresser à moi parce que j'ai un handicap, eh bien oui, et c'est l'occasion de le faire savoir, de porter cette image aussi, sachant que d'autres pourraient être un petit peu réfractaires et à dire moi je suis un athlète et pas un handicapé d'abord. Mais je pense qu'il y a un petit peu les deux. C'est vrai que moi, je suis aussi pour qu'on ne parle pas forcément de mon handicap quand on m'interviewe. Forcément, tout de suite, c'est pas ce qui me définit le plus. Aujourd'hui, moi, ma vie, c'est d'être athlète de haut niveau, pas d'être handicapée. Donc, c'est vrai que moi, mon premier message, c'est plutôt le message d'une sportive de haut niveau. Et bien sûr, avec un handicap. Mais voilà, faut en parler. Mais c'est un ensemble, quoi. Je suis pas juste handicapée, je suis pas juste sportive, je suis pas juste une femme. Je suis les trois. Je suis une femme sportive handicapée. Et ça va bien, quoi. Ça se passe bien. Je fais des choses extraordinaires et ma vie est assez riche de choses. Donc, c'est vrai que c'est de se dire, être une femme, c'est pas un handicap aussi, quoi. C'est de se dire qu'on est capable de faire des choses. Il faut juste en avoir la volonté. Et puis, c'est vrai que aussi d'imposer tout ça aux personnes, ils sont obligés de se rendre compte que ça existe, quoi. Mais une belle femme aussi, puisque L'Oréal n'a pas seulement choisi une sportive ou une athlète handicapée, c'est aussi une très belle femme. Ça, c'est pas moi d'en juger. Oui, on a vu la photo quand même tout à l'heure sur les marches. Voilà, absolument. Tu as vu Brad Non, j'étais la veille. Je ne l'ai pas croisé, mais bon, j'ai vu Dujardin. J'ai vu 2-3 acteurs français. Voilà. Bon, en tout cas, on est très fiers aussi, finalement, nous aussi, en tant que spectateurs, d'amoureux du sport en général. Et puis, un grand merci, on va suivre cette saison. Et c'est à l'avenir, du coup, on se retrouve à Pékin ou pas ? On verra. On verra. Voilà, wait and see. Allez, un grand merci encore, Marie Baucher. Merci. À très vite. Merci, Laurent. Merci, bonsoir.